Salut à tous, n'hésitez pas à nous dire qui vous êtes. On est ravis d'être là avec vous, encore une fois, pour un live TPC. Regardez pas ma tête de zombie. J'ai accueilli un nouveau gosse il y a quelques semaines et mes nuits sont courtes. Donc, donc d'avance, désolé pour ça. Hop. Eh ben, on va pouvoir démarrer. Tony, tu nous diras combien est-ce qu'on est d'ici un petit quart d'heure. En attendant, bah, Arnaud, je suis vraiment très, très content de t'accueillir, quoi. Merci à Honnêtement, vous pour l'invitation, hein. j'ai pas mal de potes qui sont passés par Sunday, qui sont là-bas toujours et qui me disent beaucoup enfin, j'ai beaucoup de retours et beaucoup de bien sur toi, l'Orgatech et ce que vous faites là-bas. Donc ça, c'est premier titre et la seconde raison pour laquelle je voulais t'accueillir, parce qu'en fait, Sunday, en fait, vous avez été dans l'œil du cyclone, quoi. Vous avez été un peu on va dire l'étendard de la Startup Nation qui coule, qui se prend le retour de bâton, le gros VC Winter. Je crois qu'en 2021, j'ai vu passer un article de Madines sur ah ouais, Sunday, ancien fondateur de Big Mama, qui lève 100 millions, incroyable, internationalisation, énorme startup, énorme projet. Donc les gros flashs qu'on connaît bien, quoi. Et puis un an plus tard, quasi jour pour jour, l'article des Échos qui tombe, la FinTech Sunday qui coupe ses effectifs, qui doit réduire la voilure, etc. Donc, en fait, on ne sera pas là pour parler de ça directement, mais on sera surtout là pour parler de quel impact ça a eu côté orga et culture tech et comment est-ce que vous avez réussi à redresser ça et comment est-ce que ça peut être un exemple, et moi je trouve que c'est vraiment un exemple, sur comment est-ce que, surtout des scale-up, mais aussi des post-série A ou des boîtes qui se montent, ont besoin d'organiser leur scale, ont besoin de réfléchir leur scale, leur orga et leur culture. Donc voilà. Encore une fois, merci beaucoup d'être là, Arnaud. Je dirais deux mots sur The Product Crew, mais un peu plus tard. Je teste des choses, teste la conversion en début ou en milieu ou en fin de webinar. On verra bien. Voilà, donc on va arrêter le partage là maintenant. Hop, peut-être se lancer directement. Alors, ah ouais, mais trop cool en fait. On a pas mal de monde. On a des engineering managers, des devs, trop cool. Bah écoutez, moi je vous invite à vachement participer dans le live. On est là pour ça. Le replay, c'est sympa, mais la raison principale d'être là sur ce live, c'est qu'en fait, bah, on peut se donner des réflexions, on peut se poser des questions. Donc franchement, allez-y, n'hésitez surtout pas. Il n'y a pas de mauvaises questions, quoi. Ce sera toujours plus intéressant, hein. Au final, l'objectif, c'est d'avoir une conversation. Moi, je peux déblatérer pendant, pendant 1 heure sans souci. Mais effectivement, si c'est pour Exactement. répondre en plus à des interrogations que les gens peuvent avoir, ce sera avec grand plaisir. Exactement. Arnaud, donc là, aujourd'hui, tu portes cette casquette de CTO chez Sunday. Ouais. Tu peux nous parler un peu des moments clés, tu vois, de ton arrivée chez Sunday et ton parcours jusqu'à ce poste, en fait. Ouais, bien sûr. Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que Sunday, bah, là, maintenant, si je commence à compter, je crois que c'est la 4e startup où je suis impliqué un peu dans le 0 to 1. J'ai eu des expériences, alors certaines qui se sont très bien passées, d'autres moins bien. Donc effectivement, moi, je suis arrivé à Sunday parce que via une connaissance commune avec une des cofondatrices, hein, Christine de Wendel, pour les aider justement à structurer la tech. Et par contre, je leur avais dit dès le début, écoutez, moi, je serais sans doute pas la bonne personne pour manager une très grosse équipe parce que je l'ai jamais fait. Et vu que c'est quand même des environnements que je commence à connaître, les startups, ce sera peut-être pas le bon moment pour que moi j'apprenne sur le tas. Je risque de faire des conneries qui pourraient être dommageables pour l'entreprise. Mais l'avantage, c'est que dans l'intermédiaire, moi, j'aurais aucun souci à tenir la baraque, à structurer l'équipe, à organiser les premiers développements, à recruter, etc. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est plutôt cool, hein. J'ai pu choisir mon boss, quelque part, qui nous a rejoint à peu près 1 an après que moi je sois arrivé.
Et lui-même, en fait, là maintenant, ça fait 18 mois qu'il nous a quittés après avoir reçu une offre qui ne se refuse pas et l'opportunité de travailler avec des gens avec lesquels il voulait travailler depuis très longtemps. Et donc forcément, à ce moment-là, s'est posé la question de comment on fait. Et pour moi, ça m'a paru tout à fait normal et naturel à ce moment-là de step up et de reprendre un rôle que j'avais eu, on va dire, de manière un petit peu, on dit souvent acting CTO, hein, c'est un CTO presque de transition, mais qui est quand même embarqué après dans la suite pour vraiment effectivement là prendre le poste et le garder. Ça fait 18 mois effectivement maintenant que je gère une équipe technique d'une 50aine de personnes à peu près. 50 personnes, ça doit être du boulot. En effet, tu dois pas arrêter euh, En du fait, matin au-delà au du nombre soir. de personnes, moi souvent je blague, mais en fait je pense que malheureusement, enfin malheureusement non, heureusement c'est la réalité. C'est qu'une semaine chez Sunday, c'est souvent l'équivalent d'un mois dans une boîte plus classique. Donc en fait, c'est au-delà de la quantité de personnes, c'est l'intensité finalement du travail qui est fait que oui, c'est pas toujours de tout repos et en tout cas pour l'instant, j'ai pas trouvé de quoi m'ennuyer en 18 mois. Je comprends et j'imagine. Pour un peu remettre dans le contexte, donc Sunday, vous êtes une solution de paiement. Tu peux nous parler un peu plus du produit, nous donner deux, trois chiffres sur ce que vous faites. Je crois que vous accompagnez quand même pas mal de Ouais. restos. Enfin, Alors moi, en fait, l'expérience que j'ai de Sunday, au-delà du fait que je suis un peu dans l'écosystème startup et que j'en entends pas mal parler, c'est surtout quand je suis au resto là maintenant j'habite à Marseille. La semaine dernière, j'étais à Gros Bao. Je vous invite tous à venir à Marseille et à nous contacter. Si vous êtes là, on sera ravis d'aller déj ou prendre un café. Donc ouais, Gros Bao qui existe maintenant à Marseille et puis avec des potes. Puis là, à la fin, tu payes, tu as le QR code, Sunday, et tout le monde est là. Waouh, waouh, tu vois. C'est vraiment la définition du wow moment, quoi. Alors en fait, justement, c'est sympa que tu commences par ça parce qu'effectivement, je pense que d'un point de vue, on va dire, entre guillemets, grand public, on est connu pour un petit peu ce paiement par QR code. Mais c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure que l'entreprise a maturé, y compris d'un point de vue produit, on est allé au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on s'est fait connaître comme une solution de paiement par QR code, mais aujourd'hui, on est en réalité ce qu'on appelle une solution de checkout. C'est-à-dire que en fait, on a eu un petit peu 3 transitions, dans l'entreprise au fur et à mesure qu'on faisait grandir notre offre et notre gamme. On était une solution de paiement par QR code, puis ensuite on est devenu une solution de paiement tout court. Donc en fait, on est venu proposer de quoi gérer l'ensemble des paiements d'un restaurant, que ce soit pour du click and collect, pour de l'ordering, via les QR codes en fin de repas, mais aussi, les gens ne le sont pas forcément au courant, mais on a aussi une gamme, par exemple, de terminaux de paiement qui sont disponibles. Il y a même certains établissements qu'on équipe avec des solutions de tap to pay. Donc, en fait, on est vraiment passé de on est une solution de paiement par QR code à on est la solution de paiement pour les restaurants. Et là, maintenant, on est la solution de checkout parce que, vu qu'on est au moment du paiement, il y a plein de choses intéressantes. En fait, on peut tout simplement proposer des programmes de loyalty aux gens. On peut leur demander comment ça s'est passé le repas. Et si ça s'est mal passé, on peut prévenir un serveur dans la salle pour qu'il aille voir avant que la personne ne quitte le restaurant en fait en ayant eu une mauvaise expérience. Donc ça permet ce genre d'interaction et c'est pour ça que très souvent maintenant on présente Sunday plutôt comme une solution de checkout plus que comme une solution de paiement. Ça, c'est le premier aspect, un petit peu, si on pourrait dire B2C. Et d'un point de vue B2B, notre, notre tagline, c'est un peu devenu the payment solution that grow your business. Parce qu'en fait, de l'autre côté, vu qu'on est au moment du paiement, on a aussi moyen de récupérer beaucoup d'informations sur comment est-ce que le restaurant en fait va d'un point de vue économique, d'un point de vue qualité, d'un point de vue staff, etc. Et l'objectif derrière, c'est de pouvoir aussi proposer justement aux restaurateurs, aux managers, jusqu'aux potentiellement dirigeants de groupe, en fait, une grande visibilité, une grande transparence sur ce qui se passe dans leurs différents établissements. Et d'un point de vue modèle, d'un point de vue business model, comment est-ce que vous gagnez de l'argent? C'est quoi? J'imagine que c'est un fee sur les transactions. Alors, pas que. En fait, on est vraiment sur une offre B2B2C. Donc, il y a effectivement un modèle, on va dire, transactionnel, mais il y a aussi un modèle SaaS en fonction notamment de ce que le restaurateur a sélectionné dans notre offre. Donc, c'est vraiment un business model assez traditionnel de B2B2C avec du transactionnel et du SaaS. Ok, je comprends mieux. Alors,
Du coup, pour un petit peu boucler avec ce que je disais au début, est-ce que tu peux nous raconter un peu, ouais, toi, comment tu as vécu de l'intérieur, tu vois, ce démarrage très très fort, cet historique très très fort, et puis derrière un peu le contexte macroéconomique et les décisions. Je crois que vous avez licencié 90 personnes à un moment donné. Enfin, tu peux nous refaire un peu l'historique, s'il te plaît, Oui, oui, Arnaud? oui. Alors en fait, sincèrement, moi, j'ai trouvé ça, alors très intense comme période. Alors, effectivement, Sunday démarre vraiment, on est au moment où, et là, il faut se remettre un petit peu dans le contexte d'époque. On est dans une logique en termes de marché de winner take it all. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise qui gagne, et on le voit en fait dans tous les secteurs d'activité, hein. C'est-à-dire que YouTube aujourd'hui, on n'entend plus parler de Dailymotion, et Vimeo, c'est, on va dire, positionné sur un autre marché. Sur le secteur de la musique, alors peut-être que ça va bouger, mais pour l'instant, à part Spotify, il y a un peu Apple Music qui vient des fois leur grignoter des parts de marché, mais ça ne bouge pas beaucoup. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de marchés qui sont en mode winner take it all. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à être les premiers à prendre un marché? Et mécaniquement, prendre un marché, eh bien, c'est, on va dire, coûteux en termes de capital. Et donc, ça explique les très fortes levées qu'il y avait dans l'écosystème à ce moment-là, puisque c'était de dire, en fait, l'objectif, c'est de parier sur l'entreprise qui va être capable de prendre cette position de premier sur un marché donné. Donc, Sunday, effectivement, la première phase de croissance va être énormément drivée par cet aspect-là, de dire, OK, si jamais on veut avoir une chance derrière d'avoir une belle entreprise, eh bien, c'est cette logique qui va s'appliquer, d'où une phase de croissance très très intense au début. Ce qui va se passer, et là on pourrait en faire un épisode presque complet, mais en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en sortie de Covid, il va se passer plusieurs choses d'un point de vue macroéconomique. La première, c'est qu'en fait, l'économie réelle, entre guillemets, va se relancer. Et ça a un effet sur les investissements. C'est qu'en fait, pendant la phase Covid, pour prendre un exemple très bateau, Michelin vendait très peu de pneus parce que les gens roulaient très peu. OK? Donc, forcément, quand on avait de l'argent à placer, il était plus intéressant de le mettre sur des boîtes tech qui, elles, avaient un business qui continuait de fonctionner. Je pense qu'on a tous en tête, par exemple, la valorisation de Zoom qui a monté énormément, hein. C'est vraiment le Ouais, ça phénomène, a parce que tout le monde explosé à ce l'utilisait. moment-là. Ouais. Les personnes utilisent par contre ces pneus Michelin. Donc les investissements, en fait, se sont déversés sur ces entreprises plutôt tech. En sortie de Covid, en fait, forcément, les flux vont être redirigés plus vers ces entreprises, on va dire, qui sont des entreprises dites value, c'est-à-dire qui vont en fait vendre des produits et dont on tire des dividendes. Donc ça, c'était déjà un petit peu prévu et on savait que ça allait arriver d'un point de vue macroéconomique. Le problème, c'est qu'en fait, ça s'est combiné avec les problèmes que maintenant tout le monde connaît, des chaînes logistiques qui n'ont pas réussi à se remettre en route. Et le problème des chaînes logistiques qui ne se remettent pas en route, c'est que ça vous crée une inflation qui est la pire inflation, qui est une inflation liée à une problématique en fait d'offres. Pour reprendre un exemple très simple, ça veut dire en fait, si jamais vous arrivez dans un marchand de vélos, que vous êtes 10 et qu'il n'y a que 2 vélos à vendre, et que les 10 veulent un vélo, et ben en fait les prix vont mécaniquement monter parce qu'il y a une forme d'enchère qui va se mettre, qui va faire monter les prix petit à petit. Et donc ça va déclencher un type d'inflation qui est un des pires types d'inflation parce que tant qu'on n'a pas réussi à ramener plus de vélos, les prix ne font que monter. Et on rajoute à ça, donc ça déjà, ce n'était pas forcément prévu, qu'il y ait cette inflation qui reprenne aussi fortement à cause des difficultés de chaînes logistiques qu'on a connues au niveau international. Le troisième point, ça a été le début de la guerre en Ukraine. Et le début de la guerre en Ukraine, en fait, ça a fait monter les prix de l'énergie. Or, on a besoin d'énergie pour faire absolument tout. Donc, ça a fait monter tous les prix. Et par exemple, moi, je ne le savais pas, mais pour produire, notre système agricole repose sur des engrais azotés. Ces engrais azotés sont produits à partir notamment de gaz naturel. Et donc, par exemple, vous avez le prix des engrais azotés qui a soudainement skyrocketé. Et ce qui explique, par exemple, qu'on a même eu des augmentations de tarifs sur la partie agroalimentaire. Donc, tout ça pour donner qu'en fait, le secteur et la macroéconomie post-Covid, elle est très problématique. Et donc, forcément, des entreprises qui sont de base déjà des entreprises dites de capital risque, mécaniquement, il va y avoir, on le sait, un rétrécissement, on va dire, des capacités d'investissement de la part des investisseurs. Et c'est mécanique. Et donc, à ce moment-là, je pense qu'on va avoir la chance
Ben, tout simplement de prendre des décisions qui sincèrement sont pas simples, enfin qui sont même carrément compliquées, mais qui vont être prises rapidement et qui vont effectivement nous permettre aujourd'hui d'être dans une bien et dans une excellente situation même. Et c'est effectivement En gros, pour juste, ça. enfin, Ouais. tu dis ça réduit la capacité des investisseurs. Est-ce que, et on en parle juste après, mais est-ce que ça a aussi réduit, tu vois, l'appétence de ton marché, l'appétence des restaurateurs, avec voilà, plus d'inflation, donc des prix plus chers, donc moins de capacité d'investissement, moins de capacité de. Est-ce que ça Bah, a en fait, infecté le marché? oui, on a, enfin, là-dessus, sincèrement, je ne saurais pas répondre. Enfin, il y a eu un impact, mais c'est juste qu'en fait, c'est toute la, d'un point de vue macro, où, si tu veux, ça a été un peu compliqué. Donc, nous, on n'a pas vu, si tu veux, directement, parce qu'on regardait peut-être pas aussi exactement ça, mais l'impact, de toute façon, a été assez général, ouais. Et après, tu disais, bon, bah, en fait, Sunday, je crois que c'est une boîte franco-US, quoi. Donc, vous avez des investisseurs aux US. C'est un peu Bah, ça en qui fait, vous ça a nous a permis aidé d'être à en avoir. avance de phase, parce que très Ouais. souvent, ce genre de problématiques, elles arrivent en France 6 mois après. On a très souvent 6 mois de retard, en fait, sur les gros mouvements macroéconomiques, que ce soit en termes de baisse ou en termes de reprise. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'en fait, effectivement, on a pu réagir sans doute plus tôt que d'autres entreprises. Et en fait, là où on a réagi, et c'est là où je pense qu'en fait, déjà deux choses. Un, on a été une des rares entreprises à être suffisamment courageuse pour communiquer là-dessus, alors que la plupart, en fait, l'ont fait, mais en se cachant. Voilà. Et en fait, nous, notre décision, ça a été de nous dire, OK, on va se recentrer en fait sur nos marchés, en fait, sur lesquels on sait qu'on va pouvoir grandir. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'est recentré sur les marchés français, américains et anglais. Et après, bah, il y a eu une culture à un peu adapter, on va dire, des réflexes à prendre. Et si on devait résumer ça, bah, ça se résumerait, je crois, par de la frugalité, en fait. Alors, frugalité, je ne sais pas si j'utiliserai exactement ce terme, mais en tout cas, et au final, je pense que c'est une bonne chose, hein. Si jamais on regarde, il y a pas mal de belles entreprises tech qui se sont construites justement dans des moments un peu de crise, hein, il faut appeler ça comme ça, je pense. Parce que en fait, ça oblige, encore une fois, à changer la focale. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une focale sur la croissance, on prend une focale maintenant sur ce qu'on appelle les unit of economics, c'est-à-dire en fait, c'est quoi un petit peu les KPI importantes de business qui permettent de démontrer que Sunday, c'est un business, et c'est un business qui marche bien. Donc, on avait de toute façon toujours eu une politique très, très orientée sur la donnée. Ça n'a jamais changé parce que vraiment, ça, c'est quelque chose, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Donc, je dirais pas qu'il y a eu un shift culturel par rapport à ça. Par contre, il y a eu un shift en termes de quelles sont les données, quels sont les KPI qu'on va regarder. Et là, tout ça, enfin, on va rentrer dans ce détail-là, mais si on regarde un peu a posteriori tout ça, je crois que l'ensemble de ces décisions, à la fois organisationnelles, produits, culturelles, c'est un résultat où cette année, en un an, vous faites quasi 100% de croissance, quoi. C'est ça, mais on fait effectivement là 100% de croissance sur l'année. On atteint à peu près les 2 milliards de volumétrie qui passe par nos tuyaux. Voilà, 2 milliards de dollars. Donc oui, non, non, en fait, on est quand même dans une posture aujourd'hui qui est plutôt sympathique. Plutôt sympathique, en effet, ouais. Ok. Rentrons un peu, tu vois, dans le vif du sujet, la culture de l'impact. Euh, Toi, Arnaud, lorsqu'on a discuté là récemment, tu parlais de l'importance que tu accordes à responsabiliser en fait les équipes tech, à les responsabiliser dans l'impact business, mais quasi granulaire de chaque chose qu'ils font. Et tu peux nous raconter un petit peu ça, nous expliquer un peu bah, en pratique comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que tu sensibilises sur cette dimension-là? Ouais, en fait, je pense que moi, ce que je dirais, c'est pas tant responsabiliser, mais c'est en fait faire en sorte qu'ils puissent comprendre et se rendre compte de l'impact de leur travail. C'est une autre manière, dans le sens en fait que très souvent, on parle de responsabilisation, mais sans mettre en face
les moyens, finalement, d'avoir des gens responsables. En fait, moi, je ne peux pas demander à des gens d'être responsables s'ils ne savent pas de quoi ils sont censés être responsables et s'ils ne savent même pas, en fait, finalement, quel impact leur travail a. Et il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises où finalement, il y a une déconnexion qui se fait entre le travail des équipes de développement notamment et l'impact sur le business. Et donc pour moi, vraiment le cœur de l'approche qu'on essaye d'avoir, et je ne dis pas que c'est parfait, parce qu'encore une fois, je ne suis pas là pour raconter qu'on vit à Disneyland, etc. Mais en tout cas, c'est une vraie volonté, et je pense qu'on est plus avancé que beaucoup d'autres entreprises là-dedans, c'est de dire comment est-ce qu'on connecte le travail au quotidien des équipes techniques avec l'impact business qu'elles vont pouvoir avoir. Et donc derrière, oui, ça crée un sentiment de responsabilisation, mais j'ai envie de dire, c'est presque un effet de bord de simplement connecter le travail et l'impact. Ça, si on rentre. Alors, là on est un peu plus de 150 dans le live. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde. Je vois passer des gens qui sont CTO, CPTO, Head of Product. Donc, salut à tous, ça fait super plaisir de vous avoir parmi nous. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent un peu cette problématique-là de connecter la tech et vraiment l'impact business. En pratique, comment est-ce que tu arrives à faire ça? C'est quoi tes outils, tes process, tes méthodes en fait? Comment est-ce que ça se transmet? Comment est-ce que ça se crée un truc comme ça? Ouais, il y a une phrase que j'aime bien qui dit culture eat processes at breakfast, qui dit en gros qu'en fait on a beau mettre tous les process qu'on veut, en fait c'est la culture de l'entreprise qui va compter. Donc moi j'ai toujours tendance à commencer par cet élément de culture, et c'est de dire en fait c'est quoi en fait les valeurs et c'est quoi la culture qu'on essaie de construire dans l'entreprise, dans l'équipe. Et le premier élément, je l'ai déjà mentionné, c'est d'avoir effectivement cette question de avoir la data au cœur de la réflexion. Je donne un exemple très bête, mais tous les matins, il y a les chiffres de la veille, de la semaine, comparativement à la semaine précédente et comparativement aux 6 précédentes semaines, qui sont envoyés à l'intégralité des employés de l'entreprise. Donc, juste pour donner un exemple, que en fait, dans l'ADN de l'entreprise, il y a cette idée qu'on doit être en capacité de pouvoir comprendre ce qu'on essaye d'impacter et dans quelle direction on essaye d'aller. Et C'est quoi les chiffres que vous mettez en avant tous les matins? ben, Qu'est-ce on qu'ils met ont en dans fait, leur par boîte exemple, mail? combien, c'est assez simple, hein, c'est combien d'argent est passé par nos tuyaux, sur quel channel, par rapport à quelle géographie, et quelle est la croissance de tout ça. C'est grosso modo ces KPI, et puis après on a quelques autres KPI, on va dire, mais c'est principalement celle-là qui est partagée. Mais de la même manière, tous les mois, on a un meeting dédié où on explique où est-ce qu'on en est par rapport au business plan, où est-ce qu'on en est par rapport à nos différents objectifs, où est-ce qu'on en est en termes de burn ou ce genre de choses. Donc, l'objectif, en fait, c'est tout simplement, pour responsabiliser, il faut aussi faire un effort de transparence. Et en fait, il faut donner l'information nécessaire aux gens pour comprendre en fait dans quel contexte ils se trouvent, dans quel contexte ils travaillent, quel contexte business, et pour leur permettre après effectivement de dire ok, ben maintenant on va réfléchir ensemble à comment est-ce que tu peux impacter au mieux ce business. Mais déjà il faut qu'ils comprennent le business et il faut qu'ils aient accès aux chiffres du business. Et c'est bête dit comme ça, mais c'est déjà la première étape où il y a beaucoup d'entreprises qui faillent. T'as d'autres rituels un peu comme ça, tu vois, typiquement une nouvelle fonctionnalité en prod. J'imagine que vous revenez un peu dessus, vous regardez l'impact. Oui, oui, alors effectivement, après, on a des choses plus tactiques, on va dire, au-delà de cet aspect culturel. Mais c'est effectivement de dire aux équipes de dev qui travaillent avec les équipes produits, là pour le coup, hein, il ne faut pas s'imaginer que les équipes de dev, elles travaillent, on va dire, en chambre là-dessus. C'est censé être, et ça se fait sous forme d'une collaboration avec la partie produit et la partie data. C'est de dire, OK, bon, ben là, en fait, on veut développer un fonctionnel spécifique. Et ben on va se dire, OK, c'est quoi en fait ce que l'on cherche comme impact à avoir d'un point de vue business? C'est quoi un peu la baseline par rapport à laquelle on pourrait se comparer? C'est quoi les hypothèses de travail? Et qu'est-ce qui nous permettrait de dire, en fait, qu'on a eu l'impact que l'on souhaitait avoir? Mais tout ça de manière, on va dire, chiffrée.
Je donne un exemple Ça, c'est basique. avant même de développer. Ouais, Avant même de vas-y. développer. En fait, avant même de développer, on se demande, en fait, OK, c'est quoi les chiffres, quelque part, hein, que l'on veut impacter à travers ces travaux? Et je demande à ce que les développeurs eux-mêmes soient capables de me l'expliquer. C'est-à-dire que ça doit faire partie de leur réflexion initiale, de se dire: «OK, là, on s'apprête à passer du temps de développement. Mais en fait, pourquoi on passe ce temps de développement et en quoi, d'un point de vue business, ça fait sens?» Donc, si après tu veux que j'arrive sur un exemple plus concret et cetera, tu vois, on peut parler par exemple, là, on est en train de proposer, par exemple, on a un produit, qui nous permet, de gérer les tips. Voilà, donc les pourboires. Il y a beaucoup, de restaurants qui, en fait, parce que, il y a des TPE, n'acceptent pas les pourboires sur les TPE. C'est, quelque chose que nous, on peut proposer et ben, mécaniquement, quand on va travailler, par exemple, sur, une fonctionnalité de redistribution de ces pourboires et ben, on va, par exemple, se demander, quelle volumétrie de clients on pourrait onboarder sur cette solution, quel chiffre d'affaires on espère, faire passer à travers, en fait, ces nouveaux tuyaux, et quel volume finalement, des tips qu'on collecte et qu'on partage, on va réussir à faire passer, à travers ça. Et donc on va tout de suite poser, les baselines, les hypothèses de travail et ensuite on va, au fur et à mesure, aller regarder comment est-ce que nos développements se comparent par rapport aux hypothèses qu'on avait passées. Et puis si on n'est pas dedans, ça arrive, c'est de se dire: «Est-ce qu'on a pris les mauvaises hypothèses de départ? Est-ce qu'on regarde pas les bons chiffres? Ou est-ce qu'effectivement, peut-être qu'on n'est pas en train de taper au bon endroit?» C'est super intéressant. Je vois que ça réagit un peu dans le live. Très, très curieux de voir comment est-ce que vous faites dans vos boîtes respectives pour créer cette culture de la responsabilisation, ce lien entre l'impact business et la tech. En fait, moi souvent, je dis, en fait, pour responsabiliser les gens, il faut les autonomiser. Là, je vois effectivement qu'il y a par exemple, Vivien qui explique que très souvent, il y a un rôle très exécutif où on dépile des tickets pour faire du code. Ça effectivement, mécaniquement, en fait, il peut pas y avoir de responsabilisation parce que, comme je dis, le développeur, la personne, elle est déconnectée de l'impact de son travail, complètement. Et Et toi, ce que tu m'expliquais, Arnaud, c'est que un peu à l'image du Vivien, c'est que toi, tu as des devs qui viennent challenger les sales. j'ai par exemple, alors moi je le prends bien parce que je pense que c'est plutôt un très bon signe, mais j'ai déjà eu, mon responsable des opérations qui est venu me dire, «Bon, là tes devs ils sont un peu chiants parce qu'ils sont en train de nous demander pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de piloter sur tel truc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas lancé telle chose et cetera». Il dit: «S'il te plaît, dis-leur Ça, qu'on est c'est un peu sous génial, ça. l'eau parce qu'on n'y arrive pas». Tu vois? Et je dis: «OK, D'habitude, c'est attends, je l'inverse. vais voilà, je vais aller redonner un peu de contexte et effectivement je vais m'assurer qu'ils ont compris et cetera». Mais pour moi, c'est très bon signe parce que ça veut dire que j'ai des gens, en fait, qui veulent voir l'impact du travail. Et pour moi, il y a, enfin, je suis désolé, mais je pense qu'en tant que développeur et en tant qu'individual contributeur, il y a rien de plus gratifiant que de voir l'impact que tu peux avoir dans ton job. Et c'est pour ça que pour moi, ça paraît être une évidence, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de mal en fait à dépasser ça, parce que oui, effectivement, notamment les équipes de dev sont un petit peu décorrélées, et puis on leur balance des tickets, de trucs à développer, mais ils comprennent pas le contexte business dans lequel ça a. Ils savent même pas en fait finalement combien de ventes leur entreprise a fait. Je pense qu'il y a beaucoup de développeurs dans pas mal d'entreprises. Leur demander en fait quels sont les principales KPI business de leur entreprise, ils seraient pas capables d'y répondre et ils sauraient même pas où aller les chercher. Mais alors enfin, il y a quand même des réflexions. Moi, je les rejoins dans le chat sur OK, très bien. Mais de quel dev est-ce qu'on parle, tu vois? Est-ce que ça commence dès le recrutement? Est-ce que vous avez dans votre scorecard, tu vois des éléments liés à tel dev doit comprendre les implications business? Parce que comme dit Fabrice, parfois, on a des devs, et moi-même, je l'ai connu à l'époque où j'étais product, qui n'ont pas vraiment envie de s'impliquer, quoi, en fait. Ça les Mais je intéresse pas. pense que là-dessus, en fait, il y a plusieurs choses, en fait. Déjà, la plupart du temps, en fait, les gens n'ont pas envie de s'impliquer parce qu'on les met pas dans une posture où ils peuvent. C'est un truc bête, mais très souvent, l'entreprise est la première responsable, en fait, de ce genre de situation. Et c'est pour ça que je dis que ça commence par la culture. Voilà,
Parce que, encore une fois, demander à des gens d'être responsables, mais derrière, les traiter comme des simples exécutants à qui on envoie des tickets, ça ne va pas fonctionner. Je veux dire, il faut qu'à ce moment-là, il y ait une conversation qui s'installe entre eux, effectivement, de voilà l'impact, voilà d'un point de vue business ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, et que l'équipe technique, justement, vienne amener aussi des éléments dans cette conversation et que ce soit un vrai travail qui se fasse en collaboration. Trop souvent, en fait, c'est un peu une sorte de cycle en V. C'est qu'en fait, on a des espèces de besoins business qui sont d'un côté, il y a une partie produit, etc., qui va faire des spécifications, qui machin, qui ensuite sont balancés aux équipes de dev, qui vont pousser des tickets, qui passent dans euh, des PR, qui vont être balancés en prod, et puis en fait, finalement, on a un pipeline où personne ne se parle. Donc voilà. Donc déjà, avant de se poser la question de attendez, est-ce que j'ai les bons profils, etc., est-ce que le process de recrutement, c'est déjà de se dire, attends, est-ce que j'ai construit la bonne culture en interne de ma boîte? C'est trop simple d'aller remettre la faute sur les individus. C'est beaucoup trop simple. Et il y a beaucoup trop d'entreprises qui sont là-dedans. Après, par contre, bien évidemment que quand on recrute, on explique comment on fonctionne. Bien évidemment que les gens se retrouvent dans une culture dans laquelle ils voient bien comment est-ce qu'on fonctionne. Et donc, même des personnes qui potentiellement, parce que c'est pas toujours une évidence, on n'est pas toujours à l'aise, etc., et bien en fait, ils comprennent progressivement. Et encore une fois, quand on voit l'impact de son travail, et bien en fait, c'est génial. Donc, aujourd'hui, à part les quelques rares personnes qui effectivement me disaient, moi j'en ai rien à foutre, ce que je veux, c'est être dans ma cave et coder tout seul. Et effectivement, avec ces gens-là, on va avoir du mal à avancer, mais ceux-là, généralement, on ne va pas les recruter. Mais ils sont rares au final. Dans la majorité des cas, même des gens qui venaient pas forcément d'entreprises qui avaient ce genre de culture, ça se passe très bien derrière. Alors attends, parce que là, j'ai une réflexion qui me vient. Ça m'arrive parfois. C'est du coup, est-ce que ça va jusqu'à intéresser les devs sur du chiffre d'affaires, du résultat, tu vois, quelque chose de financier, quoi? Est-ce que vous poussez jusque-là? Alors, on a une prime qui est associée, mais qui est plutôt globale à l'entreprise. Moi, j'ai pas souhaité mettre ça parce qu'en fait, pour moi, ce genre de prime sur des équipes de développement, surtout là où on est, ça peut en fait casser la prise de risque. Et en fait, nous, on Comment pose ça? des hypothèses. En fait, si jamais tu veux t'assurer d'avoir ta prime, il faut que tu aies un résultat donné. Pour avoir un résultat donné, il faut que tu sois conservateur parce qu'en fait, tu ne vas pas chercher à prendre des risques, à dire attends, peut-être qu'on peut tenter une autre façon de faire, etc. Parce qu'en fait, ça peut améliorer, mais ça peut aussi détériorer. Donc, sur ce genre en fait d'endroits où on cherche quand même à poser des hypothèses dont on ne sait pas de prime abord si ce sont les bonnes, moi, je préfère avoir des gens qu'on ne va pas trop incentiver, on va dire, dans une direction ou dans une autre, tout simplement pour qu'ils se sentent à l'aise de pouvoir prendre des risques. Par contre, tout le monde dans l'entreprise est intéressé effectivement via une prime qui est liée effectivement à certains objectifs, mais aussi par le fait qu'on distribue de l'equity à tout le monde dans l'entreprise. Voilà. OK. Intéressant comme réflexion. On a souvent cette question, que ce soit pour les techs ou les products. OK, comment est-ce que tu les incentives financièrement? Quel KPI? Je sais pas si vous avez fait ça, vous, dans vos boîtes, sur quel KPI on joue pour mettre du variable ou pas. Et je trouve que ta réflexion sur la prise de risque, elle est quand même particulièrement intéressante, surtout dans l'environnement, tu vois, scale-up dans lequel on est, quoi. Ouais, mais je Euh, pense que là-dessus, le meilleur moyen, en fait, c'est de filer des BSPCE, des stock options, en fait. Hein. Enfin, les entreprises qui ne mettent pas ça en place, je pense qu'elles n'ont pas compris, en fait, qu'est-ce qu'elles devaient incentiver. lors de notre conversation, tu m'as souvent parlé du TAM, Total Addressable Market, ou du Ouais, revenu net pour chacun des projets. Tu as des exemples précis comme ça, de ouais, mais en fait, je fonctionnalités pense que où c'était pour revenir. Là, je voyais qu'il y avait un commentaire, en fait, de dire c'est pas toujours simple de lier des features, etc. Et encore une fois, on n'est pas là pour, en fait, lier directement, mais pour se poser la question de quelle est l'hypothèse. Je donne un exemple bête. Forcément, nous, un des blocs qu'on doit développer, c'est les intégrations avec les POS, donc avec le logiciel de caisse. Forcément,
en fait, quand on va se décider à quelles sont les prochaines intégrations de POS à faire, eh ben, on va se poser la question de en quoi ça pourrait augmenter le TAM, le Total Addressable Market. C'est-à-dire que si maintenant on est capable d'adresser les restaurants qui utilisent ce logiciel de caisse, qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires potentiel? Qu'est-ce que ça représente en termes de revenus? Et c'est une question qu'on va poser dès le début. Et on va prioriser en fonction de ça. Même si, à la base, l'intégration à une API tierce, ça peut paraître très, très technique. Et c'est très, très technique. Mais en réalité, on peut aller le connecter effectivement en se disant c'est quoi en fait, finalement, l'hypothèse business que l'on porte derrière, et encore une fois, c'est une hypothèse. Donc, on n'est pas en train de dire ça va avoir cet effet. Si on espère que ça va avoir cet effet, et après, effectivement, on va pouvoir vérifier si notre hypothèse était bonne ou pas. Ouais, tu me parlais aussi de qualité du code. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. On en avait parlé avec Farah de la CTO de WorkLife il y a 2-3 semaines, de l'impact de passer du temps en fait sur la qualité du code, quoi. Ça coûte temps, mais voilà, ça. En fait, pour moi, la problématique de qualité du code, euh, elle est souvent, en fait... alors, la problématique de qualité du code, en fait, c'est que ça va provoquer une érosion de la capacité des équipes à délivrer dans le temps. Voilà. Et pour moi, il faut vraiment séparer un petit peu deux choses. Une qui est une prise de dette technique consciente, c'est-à-dire de dire là, on va en fait raccourcir un time to market volontairement en prenant des raccourcis. Mais ce ne sont pas des raccourcis en termes de qualité de code, ce sont des raccourcis en termes de scope produit que l'on va essayer d'aller chercher. Donc en fait, on va dire, OK, pour aller plus vite, qu'est-ce qu'on peut retirer en fait finalement du panier? Et on prendra aussi peut-être quelques raccourcis techniques, mais déjà ce qui est important, c'est que cette conversation, elle a lieu a priori et pas a posteriori. Sincèrement, c'est prendre les gens pour des jambons que d'aller les voir une fois que le projet a été fait et de leur dire, by the way, on a pris plein de raccourcis, on est désolé, on s'est retrouvé avec un gros tas de merde. Non, on ne peut pas autoriser de se retrouver dans ces situations. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais je dis simplement que si, de base, on n'est pas en train de se poser cette question dès le début et de consciemment se regarder, se dire, OK, donc là, on accepte, on va prendre des raccourcis tous ensemble, et ça va jusqu'au CEO, c'est-à-dire à qui on va pouvoir dire attention, là on va aller très vite, et donc ça veut dire que derrière on devra repasser du temps pour pouvoir affiner et ajouter du fonctionnel. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, on reprend le temps après. Et pareil, c'est une conversation, pour moi, très business à avoir avec le CEO, à avoir avec le reste de l'équipe de leadership d'une entreprise, de dire attention, regardez, voilà comment évolue notre charge de support, voilà comment évoluent nos incidents. Moi, je regarde ça aussi. J'ai des dashboards dédiés qui me montrent combien d'incidents on a, sur quelle ligne de produit, sur quelles équipes, combien de tickets de support, quelle est la charge, etc. Et ça me permet là aussi d'avoir de la donnée quantitative qui me permet de prendre les bonnes décisions. Et de dire, bon, ben là, en fait, on va réduire la voilure sur du fonctionnel parce qu'on va aller maturer le produit, ou on va aller ajouter de la stabilité, parce qu'en réalité, je suis capable de vous le dire, ça me bouffe 40% du temps des équipes que de traiter ces problèmes. Donc là, maintenant, en fait, on va s'autoriser à pouvoir regagner une partie de cette capacité qu'on a perdue. Mais si on n'arrive pas à venir avec ce discours et qu'on dit simplement, il faut faire du refactoring, ben bien évidemment que la conversation, elle démarre assez mal. Il y a, il y a 2-3 questions qui pop. Il y a pas mal de réflexions, franchement, très très chouettes, ces conversations dans le chat. Il y a Nina qui nous dit, bah, en fait, ok, très bien, mais cette culture en temps de crise, quand on n'a pas le temps, quand on doit délivrer. Ouais. Alors, ben ça, c'est une très bonne question parce que moi, j'estime qu'on est presque tout le temps en temps de crise. Enfin, je veux dire, on est une scale-up, on fait 100% de croissance, on a de la croissance week over week qui est à 2 chiffres. Donc, en fait, c'est là où je pense que trop souvent, on confond vitesse et précipitation. Pour aller vite, il faut justement prendre le temps de se dire où on va, comment on y va. Et de consciemment faire les choix. Mais ça nécessite effectivement d'avoir une certaine maturité,
et d'un point de vue produit, et d'un point de vue technique, et d'un point de vue management. Et attention, en fait, le problème, très souvent, c'est que les entreprises, en fait, elles passent d'un extrême à l'autre. Très souvent, c'est très connu, hein, c'est l'effet du pendule, c'est-à-dire qu'on passe vraiment d'un extrême à l'autre, alors qu'en réalité, généralement, il y a un juste milieu à trouver. Entre on développe tout à l'arrache sans réfléchir, et parce qu'en fait, il faut sortir des trucs, etc., on va se prendre un quarter ou un semestre pour réfléchir à la stratégie future. En réalité, eh ben, il y a plusieurs, on va dire, timelines à avoir en tête. Ça fait partie de mon taf. Par exemple, de me dire, OK, où est-ce qu'on est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Et donc, à partir de là, de me dire, est-ce que les décisions qu'on prend aujourd'hui Être engineer un dans peu cette direction ou ta strat risquent et de tes nous mettre en objectifs, ouais. difficulté, voilà, par rapport à ça. Mais après, les équipes, il faut aussi qu'elles prennent le temps. Mais prendre le temps, des fois, c'est juste prendre 2 heures. Des fois, c'est juste poser une question. C'est juste, mais pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose? Moi, c'est vraiment ce que je dis, et à mes devs et à mon CEO, donc à tout le monde, c'est si je ne suis pas capable de vous expliquer pourquoi on doit travailler sur quelque chose, alors c'est que je ne suis pas en train de faire mon travail. Et si jamais vous ne comprenez pas pourquoi, que ce soit mon CEO qui ne comprenne pas pourquoi on travaille sur quelque chose, ou que ce soit un développeur ou une développeuse dans mes équipes qui ne comprennent pas pourquoi on est en train de travailler sur quelque chose, c'est que moi, à ce moment-là, je n'ai pas bien fait mon travail, et je les invite systématiquement à venir me voir là-dessus. Il y a pas mal de questions aussi, un peu sur sur l'alignement entre la tech, le produit et le design. Tu vois, une question de Fabrice autour de ça, sur comment est-ce que tu alignes, est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs, en fait? Je crois qu'en plus de ça, Arnaud, vous avez une organisation un peu particulière sur chacune des squads, on en parlera juste après. En fait, parce que pour moi, déjà, souvent la problématique, et encore une fois, là-dessus, c'est quelque chose auquel on n'a pas toujours été très bon et sur lequel on a encore de quoi progresser, mais ça fait partie, encore une fois, la culture, pour moi, c'est aussi là où on veut aller, et comme ça, tout le monde connaît la direction, et même si des fois, on n'y est pas parfaitement partout. Mais quelque chose et on pourra parler du télétravail, parce que j'ai une équipe full remote, là, je vois que Benjamin posait la question. En gros, en fait, la problématique dans ce genre de cas, c'est qu'en fait, on n'a pas une équipe, on a 3 équipes. Si vous avez en fait votre équipe de design qui agit comme une agence en interne de l'entreprise, l'équipe produit qui agit en fait comme une équipe finalement de product owner qui est en train de juste balancer des tickets dans un Jira ou tout autre système de suivi de tickets et de vérifier leur avancement, et que vous avez une 3e équipe de dev qui se retrouve en fait à dépiler les tickets et à créer des pull requests de l'autre côté, en fait, c'est normal qu'il n'y ait pas de collab. Enfin, by design, vous avez construit un système où il n'y a pas de collab. Donc, d'où l'importance de construire une équipe dans laquelle il y a un engineering manager, un designer, un product manager, et nous, on a également une personne qui est un ou une des développeuses de l'équipe qui va être un peu porte-parole de l'équipe, et ce qui fait qu'on a un noyau comme ça qui va pouvoir servir un petit peu de référent par rapport au reste de l'entreprise. C'est ce que tu appelles DRI, c'est ça? Ouais. Directly Responsible Individual. Nous, on les a Donc, pas dans appelés chaque tech équipe, lead. tu as 4-5 Ouais. équipes, et dans chaque équipe, tu as un binôme Engineering Manager PM et un DRI. Voilà. Nous, en fait, alors déjà, j'en ai 11 des équipes qui font du produit. Tu as 11 Voilà. équipes, pardon. J'ai 11 équipes, et on pourra en reparler. J'ai fait le choix d'avoir des équipes plus petites que ce que l'on pouvait avoir dans le passé. Mais effectivement, on n'a pas appelé ça des tech leads parce que l'objectif, c'était de dire ce ne sont pas des gens qui sont censés prendre des décisions techniques. Et entre guillemets, souvent, ce qu'on voit, c'est l'anti-pattern de il y a une personne qui prend les décisions techniques et qui les impose aux autres. Mais c'était de dire, en fait, on a une personne qui est référent technique de l'équipe. Et DRI, c'est un terme moi, que j'ai trouvé notamment dans la littérature autour de comment est-ce que Apple s'est construit, autour de cette notion de Directly Responsible Individual, c'est-à-dire de dire, en fait, il y a une personne qui est responsable d'un sujet à chaque fois, qui est identifié, qui est connu. Donc chez Apple, il y a une personne, ils savent, qui est responsable de l'écran de l'iPhone 16 Pro. Et il y a vraiment cette personne qui est identifiée. Donc ça permet de simplifier énormément la communication, parce qu'en fait, on sait à qui s'adresser.
Les équipes, quand elles ont des questions techniques, elles savent à qui s'adresser. Moi, quand j'ai des questions techniques, je sais à qui m'adresser. Quand on doit discuter un peu de la C'est la faisabilité du fameuse truc, culture de l'accountability dont tu me parlais. ça en Si fait quelqu'un a partie. une traduction du terme accountability, franchement très preneur, parce que c'est intraduisible en français. Nina, elle nous demandait, ok, très bien, comment est-ce que tu dimensionnes ces équipes, justement, pour arriver à ce Comment on les résultat? dimensionne? En fait, le dimensionnement, il est très simple. Il y a plein d'études, d'ailleurs j'en avais fait même une conférence il y a un certain temps, qui montrent que la taille idéale des équipes, en gros, si jamais on prend une équipe arrivée à maturité, parce que mécaniquement, à chaque fois que des gens entrent et sortent d'une équipe, ben, on repart un peu de zéro, mais sur une équipe arrivée à maturité, il y a une augmentation, on va dire, un peu de la capacité de l'équipe jusqu'à 5 personnes. Ensuite, ça décroît jusqu'à 7-8 personnes et ça devient négatif après 8-9 personnes. C'est-à-dire que pour chaque personne qu'on ajoute, une fois qu'on a passé ce threshold, la capacité de l'équipe en fait, à faire du travail diminue par rapport à si on avait une équipe plus petite. D'où l'idée des two pizza teams. Donc en gros, de dire c'est quoi une équipe qu'on pourrait nourrir avec 2 pizzas, taille américaine, Ça, etc. c'est le modèle Jeff Bezos, ça. Voilà, mais en Modèle fait, c'est un Amazon. modèle qui est très très sain en fait. Et c'est de dire en fait, bah, moi, mes équipes, normalement, elles ont entre 2, on essaye d'éviter d'avoir des équipes de 2 quand même, jusqu'à 5-6 personnes, mais on essaye de ne pas dépasser ce threshold, parce que tout simplement, après, ça crée plein d'effets pervers. Un, ça empêche le focus de l'équipe. Parce qu'en fait, quand il y a une trop grosse équipe, on a tendance à lui donner trop de sujets en parallèle. Alors que quand on voit une équipe de 3, on ne se dit pas, tiens, on peut leur filer 14 sujets. Quand on a une équipe de 11, on se dit, on peut filer 14 sujets. Sauf qu'en fait, c'est un dawa monumental à la fin. Ça permet aussi d'avoir des gens qui sont beaucoup plus en fait, alignés sur dans quel cadre business ils bossent. Parce qu'en fait, sur une équipe de 11, les gens ne comprennent pas vraiment en fait, sur quoi ils sont en train de travailler. Sur une équipe de 4-5, ils sont réussis, ils sont capables en fait de savoir, OK, voilà l'impact qu'on cherche à avoir. Et effectivement, ça renforce aussi cette, cette question de la comptabilité, puisque mécaniquement, il n'y a pas de dilution de responsabilité. On ne peut pas se dire, ah ouais, mais en fait, j'ai un collègue qui va venir à ma place, etc. Non, non. Tout le monde, forcément, se sent plus responsable de travailler en équipe avec ses collègues. Il y a, il y a une réflexion que tu as eue également, qui me paraît quand même particulièrement intéressante. On reviendra sur les questions qui sont posées, n'hésitez pas à continuer, mais pour aller un peu plus profondément en profondeur sur comprendre, ok, très bien, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une culture de business impact au niveau de la tech aussi importante que ce qui se passe aux États-Unis. Tu parlais d'écart culturel entre Ouais, la France et les US. Tu peux nous expliquer un peu, entre Amazon et la Fnac, tu peux nous expliquer un peu plus ce volet-là? ouais. En fait, je pense que justement, en fait, il y a un peu deux effets en France. C'est qu'on a une industrie informatique qui est quand même très grandement dominée. Et attention, il ne faut pas le voir comme étant une mauvaise chose, mais c'est juste un fait, hein, qui est dominé d'un côté par des boîtes qui ne sont pas, on va dire, des boîtes tech. C'est-à-dire que une boîte comme la Fnac, elle n'a pas une ADN tech à l'origine, là où Amazon en a une. Donc forcément, il y a des réflexes qui ne sont pas les mêmes, et notamment en fait dans des boîtes où la tech est souvent et a souvent été vue comme un centre de coût. On ne calcule pas en fait de combien d'argent peut me faire gagner mon équipe technique, quel est l'impact business de mon équipe technique. On est en train de se dire comment est-ce que j'essaye de squeeze le maximum pour que ça me coûte le moins d'argent possible. Et c'est une réflexion qui n'a rien à voir. Enfin, c'est quand même un inverse total d'un point de vue outlook business que de se dire, attendez, j'ai une équipe de dev qui va me permettre de générer tant d'argent parce qu'en fait, ça m'ouvre des nouvelles opportunités business, ça m'ouvre des nouvelles opportunités marché, etc. De, j'ai une équipe technique qui me coûte tant, comment est-ce que je peux faire en sorte que ça me coûte moins? Et malheureusement, beaucoup de boîtes qui n'ont pas d'ADN tech ne voient pas la tech comme un centre de valeur, de production de valeur, mais comme un centre de coût. Et ça, de base, ça tue tout. Le deuxième aspect, c'est qu'on est aussi un pays qui a beaucoup et qui a eu beaucoup
de sociétés de services. Et le problème, c'est que quand on est une société de services, et encore une fois, j'ai rien contre les sociétés de services, c'est juste que dans leur ADN, elles ne sont pas, à part, il y a quelques exceptions à la règle, mais elles ne sont pas intéressées aux impacts business des développements qu'elles réalisent. Elles sont intéressées au nombre de jours qu'elles arrivent à vendre. C'est-à-dire que si on va jusqu'à prendre une posture caricaturale, si jamais elles livrent un logiciel qui ne marche pas, ça leur permet de vendre une TMA de maintenance qui va leur rapporter d'autant plus d'argent que s'il y avait un logiciel qui fonctionne. Mais ça fait aussi qu'on a des équipes de développement qui sont d'autant plus éloignées des impacts business et qui d'ailleurs des fois se retrouvent à travailler sur des projets, ils ne comprennent même pas d'où ça vient, pourquoi, etc. On leur a simplement dit, bah, écoute, là, pour les 6 prochains mois, on t'a loué à telle entreprise pour que tu ailles dépiler des tickets Jira à tel endroit. Bon, ben, à partir de là, forcément, ça crée des environnements dans lesquels les individus ne vont pas prendre les mêmes réflexes. Et c'est ce qui fait que oui, culturellement, si on regarde notre industrie, parce que bien évidemment, encore une fois, quand on regarde dans le détail, c'est pas uniforme, heureusement, mais quand on regarde au global, sur l'industrie informatique française, bah, il y a un écart culturel assez important sur ces impacts business et comment est-ce que l'on met l'équipe technique au cœur de la production de valeur pour l'entreprise. Parce que c'est ça à la fin. Hein. C'est est-ce que l'équipe technique est au cœur de la production de valeur? Point. Ce que tu dis, c'est que trop souvent, même dans les startups, on met la tech pas au cœur. En gros, il faudrait mettre la tech au cœur et construire le business autour et voir la tech comme le centre de création de valeur. La mettre au plutôt cœur, que la mettre à côté comme étant. Ouais, en fait, encore une fois, en fait, moi, je me méfie toujours de ouais, on va mettre la tech au cœur, parce qu'en fait, après, il y a des gens qui vont dire ouais, mais en fait, si on n'a pas des sales au cœur, oui, mais si on n'a pas des ops au cœur. Et je pense qu'en fait, il faut arrêter en fait de se dire est-ce qu'il y a un truc au cœur et puis le reste, c'est des fonctions support. Je pense que c'est complètement con d'avoir cette vision et que effectivement, des fois, j'entends. Je pense que le sujet, c'est pas de dire qui est au cœur. Le sujet, c'est de dire attends, est-ce que mon équipe tech, et quand je dis équipe tech, il faut entendre équipe produit et équipe tech, est-ce que je le considère comme étant quelque chose qui génère de la valeur pour ma boîte? Et si oui, comment est-ce que je pilote cette génération de valeur? Ou est-ce que je le considère comme quelque chose qui en fait est un centre de coût que j'essaie d'optimiser? Alors, je vois que Fabrice est en train de faire de la pub pour un de ses articles. Donc, je vais faire la mienne également. Je pense que vous nous connaissez aujourd'hui. On est un câble de recrutement tech et product de Produit Crew. On a accompagné un peu plus de 800 startups, scale-up, PME, ETI, à recruter pas mal de product leaders et de tech leaders. Et ça tombe bien, je vois beaucoup de CTO, CPO dans la room. Et ben, sachez qu'en ce moment même, on a beaucoup d'offres pour vous. Donc, n'hésitez pas, on va vous mettre un lien pour vous inscrire. N'hésitez pas à vous inscrire vraiment, à nous contacter. Et ces offres, elles sont pas qu'à Paris, elles sont un peu partout en France. Donc, voilà, moi, je serais ravi de discuter avec vous de ces sujets-là si ça vous concerne. Pour reprendre un peu la réflexion, Arnaud, tu me parlais de ton rôle de CTO spécifique. Ouais. Et tu me disais que, bah, OK, un autre écueil en France, c'est que les CTO, souvent, occupent un rôle de tech lead et qu'en vrai, c'est pas ça, le rôle de CTO. Alors, effectivement, en gros, moi, souvent, alors, la formulation peut paraître un peu péjorative, mais moi, c'est surtout l'idée qu'il y a derrière qui me paraît intéressante. Souvent, moi, j'explique que mon métier, c'est build the machine that build the machine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, moi, mon métier, c'est de construire et de m'assurer d'avoir une équipe qui est capable de construire Sunday. Mon métier n'est pas de construire Sunday. Et c'est un écueil que je vois souvent. Mais après, encore une fois, quand on est une petite boîte, qu'on vient de démarrer, qu'on est 4 dans la boîte, bien évidemment que le rôle d'un cofondateur technique ou d'un des premiers arrivants en tech, ça va être de construire le produit. Donc, mais c'est juste que pour moi, ça ne correspond pas à ce que j'appelle être un CTO. Normalement, c'est effectivement de se dire, OK, je suis dans une posture où maintenant, je dois construire, structurer, organiser en fait, une équipe qui est capable de produire ce dont l'entreprise a besoin. Et c'est ça mon premier job. Mon job n'est pas d'aller construire ce produit directement. Et je vois trop de gens, effectivement,
se jeter dans du détail de day-to-day, opérationnel, très technique, etc. Parce que justement, ça rassure. Ça rassure parce que quand on est dans l'opérationnel, dans le tactique, etc., on peut avoir un peu un ressenti de l'impact que l'on a. On est au cœur de la mêlée un petit peu, et je vois beaucoup de gens qui sont presque accros à cet aspect-là. Et sincèrement, c'est compliqué quand on prend justement ce rôle de se dire, mais en fait, mon job maintenant, c'est plus de bosser sur le produit. Ça veut dire que je dois faire confiance en plus à mon équipe pour construire le bon produit. Alors que si jamais j'ai encore mes mains dedans, eh ben, j'ai pas besoin de faire cette délégation de confiance. Je peux continuer à être avec les mains dedans, à trifouiller moi aussi à côté. Mais c'est plus ça mon job. Parce que si je fais ça, je suis pas en train en fait de gérer tout le reste. Et tout le reste, c'est quoi? Eh ben, c'est de s'assurer qu'il y a de l'alignement, c'est de s'assurer qu'il y a une vision commune, c'est de s'assurer que les gens en fait sont dans de bonnes conditions pour travailler, c'est de s'assurer qu'on recrute les bonnes personnes, c'est de s'assurer justement que le business est bien aligné avec la tech, et sincèrement, bien faire toute cette partie-là du travail, ben, en fait, c'est déjà plus qu'un temps plein. Donc, je ne comprends pas les gens qui gèrent des équipes un peu importantes et qui me disent ouais, mais j'ai encore le temps de coder, ou un CTO devrait continuer à être technique. Oui, un CTO devrait comprendre ce que font ses équipes, c'est très important. Je ne crois pas en des CTO qui n'ont pas un background technique conséquent, mais par contre, en tant que CTO, on ne peut pas aller. En plus, c'est quoi en fait? C'est que moi, je vais venir, je ne vais pas avoir le temps, donc en fait, je vais faire de la merde. Mes équipes, elles ne vont pas oser me dire que j'ai fait de la merde parce que c'est quand même le CTO qui a posé ce code à cet endroit-là, même s'il a posé un petit caca. Donc, personne n'y touche. Et en fait, je vais avoir un effet délétère. Donc, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a été aussi... c'est une forme de lâcher prise parce que derrière, comme je disais, on n'est plus dans la mêlée. On a peut-être une sensation en fin de journée où on se dit, bah, c'est quoi l'impact que j'ai eu? Parce qu'en fait, ben, l'impact que je vais avoir, je pourrais le mesurer finalement que dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois. Et par contre, j'aurai un impact beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un effet de levier quelque part. J'ai une boucle de feedback qui se rallonge entre le moment où je prends des décisions, où je fais des choses, et le moment où j'en vois les conséquences. Et les conséquences, par contre, sont amplifiées. Je pense qu'il y a... Alors, déjà, on arrive à la fin du talk et je suis vraiment content voilà, de toutes les remarques et commentaires qu'il y a eu, et je pense que c'était vraiment un super talk, mais n'hésitez pas à nous donner votre ressenti, petite note sur 5 comme d'hab, et votre feedback, très très preneur dans le chat. Et puis ensuite, Arnaud, je pense que tout ce que tu viens de dire, moi je le partage carrément, et je pense que ça concerne également le rôle de CPO et aussi le rôle de CEO, d'essayer de prendre un peu de recul et de build des machines, build des machines, comme tu dis. Maintenant, et ça fera probablement l'objet d'un tout autre talk avec toi ou avec quelqu'un d'autre, mais il y a quand même une sérieuse problématique, c'est comment est-ce que tu fais ça dans un contexte où tu as des gens brillants, tu as des gens voilà, qui sont motivés, mais comment est-ce que tu fais ça pour tu vois, dégager un maximum d'énergie de la part de ces gens sans rentrer dans du micromanagement, sans rentrer dans des problématiques qui vont les déchauffer plutôt que l'inverse. Ce qu'on voit trop souvent en vrai de la part Ouais, mais là-dessus, sincèrement, c'est très bien que tu me le dises parce que moi, j'ai même une conf en préparation sur ce sujet. Donc, c'est un sujet que j'ai l'occasion de pas mal travailler là, parce que bah, c'est au cœur de la question. C'est comment est-ce qu'on engage les gens, comment est-ce qu'on on construit le bon alignement, comment est-ce qu'on s'assure justement de tous aller dans la bonne direction ensemble avec efficacité. Et on se rend compte, et je pense que c'est vraiment... encore une fois, je dis pas, il y a des fois des gens qui sont nuls, mais les gens qui sont nuls, c'est très rare. Très souvent, c'est un problème organisationnel, que ce soit au niveau de l'équipe, au niveau du management, au niveau de l'entreprise. Et là-dessus, en fait, c'est un petit peu avoir les bons réflexes pour accompagner et pour pouvoir faire en sorte que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Dans la majorité des cas, en fait, les gens, ils sont prêts à... Mais en fait, les gens prennent plaisir à bien bosser. Il faut simplement leur donner des conditions dans lesquelles ils peuvent bien bosser. Et ça, ce sera
avec grand plaisir pour en parler dans un épisode 2, oui. Merci beaucoup, Arnaud. Tout le public, Fabrice pour avoir trollé aussi. Vraiment, c'était un super moment passé ensemble. Et du coup, bah, on réfléchira éventuellement, bien sûr, à cet épisode 2. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous bon courage pour cette fin d'année où, pour beaucoup de gens avec qui je discute, bah, faut aller chercher les résultats pour bien finir l'année, ou pas mal la finir en tout cas. Et je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles aventures et des nouveaux talks avec The Product Crew. Merci beaucoup. Et merci encore pour l'invitation. Allez.